Vous pensiez que le préservatif vous protège de tous les virus sexuellement transmissibles? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Il y a certains virus qui sont très malins, comme les hommes qui arrivent à réussir le coït interrompu. Ce soir, nous abordons la question du papillomavirus en nous adressant tout bonnement aux personnes sexuellement actives. À tout à l'heure, juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Comme annoncé dans l'introduction, ce soir, nous abordons la question du papillomavirus. Et nous sommes en compagnie du docteur Abalo Frédéric, notre gynécologue attitré maintenant, j'allais dire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé. D'accord. Ce soir, tout comme tout au long de ce mois, le papillomavirus revient et d'actualité. Ouais. On se rend compte que toutes les personnes n'ont pas la bonne information comme on le croirait. Ouais. Alors docteur, qu'est-ce que le papillomavirus? Merci et ça fait toujours plaisir de venir partager le plateau avec toi et de parler de ces sujets-là qui sont très importants pour la population en général. Et aujourd'hui, nous allons parler du papillomavirus. Le papillomavirus, en fait, c'est un groupe de virus, une famille, une grande famille d'ailleurs, dans laquelle se trouvent certaines espèces qui sont spécifiques à l'homme. Donc, on parlera de papillomavirus humain, voilà, qui sont des virus qui se transmettent sexuellement. Donc, vont causer une infection sexuellement transmissible, hautement contagieuse, et qui va affecter la région génitale et parfois la région oropharyngée, la gorge, la bouche et la gorge. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit qu'il y a certains types qui sont pour les hommes, les humains. Et les autres types, c'est pour qui? Oui. Dans la famille des papillomavirus, certains sont spécifiquement pour l'homme et d'autres pour les animaux, les félins, le cheval et autres. D'accord. Et on retrouverait les mêmes manifestations chez les hommes que chez les animaux? Non, pas forcément. D'accord. Et chez les animaux, par exemple, il faut préciser que le virus de papillomavirus, par exemple du chat, ne pourra pas venir contaminer le papillomavirus comme le papillomavirus chez l'homme. Non. C'est pourquoi il dit que c'est spécifique à chaque espèce. Et c'est une grande famille, même dans la famille, dans cette famille, pour l'espèce humaine, on dénombre à ce jour jusqu'à plus de 200 types. Juste ceux qui sont destinés à l'espèce humaine. Voilà, plus de 200 types. Et donc, chaque type a ses manifestations spécifiques à lui. Donc, on ne va pas arriver ici. D'accord. Et en vrai, il y a certaines personnes qui disent que chaque être humain, en tout cas sexuellement actif, a le papillomavirus sans faire la maladie. Est-ce vrai? Oui. Nous devons dire que la majorité des personnes sexuellement actives rencontrera probablement une fois ce virus dans sa vie, sans faire forcément la maladie. Bon, sauf nous, les personnes fidèles. Et ce qui est que cette infection peut se guérir naturellement. La personne ne saura même pas qu'il a été une fois en contact avec de ce virus-là. Donc, ça peut prendre 1 à 2 ans et ça s'élimine tout seul. L'organisme, le système immunitaire arrive à dompter cela. Donc, la personne ne sait même pas que ce virus est passé chez lui, chez elle. Mais pour ce faire, il faut que la personne ait une bonne santé, que son système immunitaire soit au top. Exactement. Sinon, tout de suite, la catastrophe. Oui, puisque si j'ai dit là, la majorité. Donc, il y a certaines chez qui le virus va persister pour engendrer soit une maladie bénigne ou soit carrément les cancers. D'accord. Donc, certains pourront guérir naturellement. Maintenant, environ 10% des personnes qui auront ce virus vont pouvoir plus tard développer soit les verrues génitales et autres, ou carrément les lésions précancéreuses peuvent venir
en allant vers les cancers. Les cancers. Voilà pourquoi c'est très important de parler de ce virus, le papillomavirus. D'accord. En français facile, le docteur vous exhorte à pratiquer la fidélité. Alors, docteur, quelles sont les voies de contamination du papillomavirus? Oui, dans la définition, je l'ai dit, c'est une infection sexuellement transmissible. Et donc, généralement, c'est au cours de l'acte sexuel. Et je crois, vous l'avez bien dit dans l'introduction, l'on pense qu'avec le préservatif, on pourra se protéger, mais pas complètement, puisque le contact peau à peau aussi, puisque le préservatif va protéger le pénis et autres, mais la zone vulvaire périnéale ne sera pas protégée. Et donc, si ce contact peau à peau aussi pourrait donner cette maladie. En parlant des rapports sexuels, ce n'est pas seulement vaginal. Pas Oral forcément aussi. la pénétration. La pénétration aussi, oui. D'accord. Il n'y a pas. Donc, ça fait les rapports sexuels sans ou avec pénétration donnera cela. Maintenant, les rapports sexuels anaux et oraux aussi pourront engendrer des infections à ce virus, le papillomavirus. Donc, le simple fait d'embrasser quelqu'un qui a le virus, je peux le contaminer juste par le fait d'embrasser quelqu'un? C'est possible si la personne a des lésions. Voilà, les lésions, et voilà, puisque c'est muqueuse par muqueuse, c'est possible. Voilà. D'accord. Et comment se pose le diagnostic du papillomavirus? Bien, le diagnostic, si nous prenons la femme, soit à l'examen physique, nous aurons des symptômes de la présence de ce virus. D'accord. On se dit, ah, et après, on pourra faire des tests directs pour chercher l'ADN de ce virus. Et carrément, chez la femme, surtout, on pourra faire des dépistages, aller prélever certaines cellules pour vérifier s'ils sont déjà attaqués par ce virus ou pas. Ou si ce virus est présent ou pas. D'accord. Vous avez parlé de l'apparition des verrues, mais outre l'apparition des verrues, est-ce qu'il y a des manifestations physiques qui peuvent nous pousser justement à aller en consultation pour découvrir que nous sommes porteurs du virus? Bien, être simplement porteur du virus, ce n'est bon, ça ne veut rien dire en fait. Comme on vient de le dire, certains guérirons ne sauront même pas qu'ils ont eu ce virus. Maintenant, on se dit, ah, puisque ce virus dans cette partie va donner un cancer, vaut mieux faire certains dépistages. Aller chercher la maladie, l'infection, quand l'infection est encore toute petite. Voilà. Donc, si arrivé à un moment où on a, à part les verrues bien sûr, on a des symptômes, on se dit, ah, peut-être on tend vers les lésions cancéreuses, et là, c'est encore plus grave. L'objectif ici, en parlant de ce virus, c'est de tout faire pour l'attaquer quand les symptômes ne sont pas encore là. C'est ça l'objectif. Puisque déjà, si nous sommes dans le cas des cancers, les choses sont déjà bien en place, c'est-à-dire que la maladie a pris du temps, de l'infection jusqu'au cancer, on peut prendre 15 à 20 ans ou plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il est très important le dépistage dont je parle. Voilà, je parlais tantôt. Et à partir de quel âge est-ce que le dépistage doit être automatique chez les femmes? Aussi bien chez les femmes que chez les hommes? Bon, je réponds chez les hommes, on n'a pas en fait un dépistage à faire. Il n'y en a pas. Pourquoi vous en sortez toujours avec, avec la bonne partie? C'est quand l'homme aura des symptômes voilà, sur son appareil génital externe, il a des soucis, qu'il va aller consulter et on va dire que attends, c'est lié au papillomavirus humain. Maintenant, chez la femme, puisque je viens de dire que ça pourrait attaquer la partie génitale, donc le col de l'utérus peut être attaqué. Donc c'est surtout là qu'on cherche qu'on fait le dépistage. Voilà. Et à partir de, généralement, on se dit à partir de 25 ans, pour la jeune dame, on pourra commencer le dépistage. Là. Voilà, tu vas chez ton gynéco, la sage-femme, et la personne va prescrire cela et tu ramènes le résultat. Et pour voir si tu as
ce virus ou D'être pas. ou pas. Est-ce que c'est douloureux, le dépistage? Non, pas Pour celles vraiment. qui... parce que déjà, aller chez un gynécologue consulter, c'est la croix et la bannière pour certaines personnes. Donc, ne serait-ce que pour assurer, est-ce que le dépistage, vu que vous parlez du col de l'utérus, est-ce qu'il y a des douleurs ou comment ça se passe? Non, ce n'est pas douloureux ce dépistage. Nous rappelons que la personne, la jeune dame, est déjà sexuellement active. Et donc, on introduit... Le chemin est déjà ouvert. Voilà, on introduit un petit spéculum et après, avec une petite brosse, on prélève juste les cellules au niveau du col. Ça ne fait même pas mal et c'est bon. D'accord. Vous avez dit que c'est la partie, plus la partie génitale qui a des manifestations, mais aussi la partie, vous avez dit... Oui, orogénitale, la gorge, la bouche et la gorge. Et comment ça se présente à ce niveau? C'est pareil qu'au niveau de la zone génitale? Oui, c'est plus on peut avoir parfois des verrues au niveau de la gorge et autres. Externe ou à l'intérieur? La gorge, à l'intérieur. Puisque nous parlons j'avais parlé des rapports sexuels. Oui, non, je parle des verrues. Les verrues, c'est à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur, voilà. C'est à l'intérieur. Que les choses se font. Voilà, à l'intérieur. Et il y a parfois une maladie très rare qui peut aussi attaquer jusqu'au poumon à cause de ces verrues. Voilà, donc ce n'est pas juste la partie génitale qu'on peut doiter dans cette maladie, dans les manifestations du mais aussi virus. le sphère ORL, voilà, la bouche, la gorge, pour ce qui ça donne aux rapports sexuels oraux aussi, sont dedans. D'accord. Et quels sont les facteurs aggravants de ce virus-là? Les facteurs aggravants de cette infection, on va dire, déjà, l'immunodépression serait là, on a compris. Maintenant, les rapports, voilà, une vie sexuelle qui n'est pas responsable, genre avoir plusieurs partenaires sexuels, les rapports sexuels très précoces. Voilà, vous parlez là par rapport à l'âge? Oui, à l'âge très précoce, avoir de multiples partenaires sexuels, échanger chaque temps, tout cela favorise à ce que la personne ait rapidement ce virus. D'accord. Et quels sont les leviers de protection dont nous disposons? Bien, pour se protéger contre le papillomavirus humain, nous avons la vaccination qui existe. Le dépistage, comme je viens de le dire, et aussi dans une mesure moindre, le préservatif, sachant que ce n'est pas à 100%, surtout pour le préservatif. D'accord. Pour le vaccin, je reviens, c'est à partir de quel âge que ça peut se faire? Et est-ce que c'est sur prescription, c'est disponible, c'est payant? Comment on procède pour se faire vacciner? Pour la vaccination contre le papillomavirus humain, la vaccination est efficace quand c'est fait avant que la personne ne devienne sexuellement active, avant la défloraison. Ok. Dans ce cas, c'est encore plus efficace. Donc voilà pourquoi on se dit, de nos jours, les jeunes filles commencent assez tôt. Donc voilà pourquoi on se dit déjà vers 9 ans, on peut vacciner la jeune fille. Puisqu'on se dit, bon, elle peut rencontrer rapidement le sexe très tôt. Donc, on se dit, si la jeune fille, avant qu'elle ne connaisse sa première expérience sexuelle, vaccinons-la contre les types de virus qui sont dangereux, qui peuvent donner surtout le cancer. Puisque j'avais dit qu'il y en a plus de 200 types, juste pour les humains. Donc, le vaccin ne couvre pas pour les 200 types. Parmi les 200, certains sont moins à faible risque et d'autres à haut risque de donner un cancer. Donc, la vaccination, c'est de protéger la jeune fille qui n'a pas encore connu l'acte sexuel là, voilà, protéger contre les souches qui vont donner potentiellement le cancer. Et donc, on souhaite que ce soit très tôt. Avant l'exposition sexuelle de la jeune dame, donc à partir de 9 ans. Voilà. D'accord. Et après, enfin, disons que c'est maintenant que moi, je découvre l'existence du virus, mais que je suis active il y a un moment. Est-ce qu'il y a encore possibilité de faire le vaccin? Pour certaines personnes qui ont déjà dépassé cet âge-là, ils peuvent consulter, ils discutent avec le personnel pour voir la nécessité de ce vaccin. Et le protocole diffère juste un peu.
parfois de la jeune fille, ou parfois on recommande une seule dose, chez certaines deux. Mais si l'âge avance un peu, on peut recommander 3 doses. Et ça dépendra du vaccin. Et ce vaccin est disponible au Togo. Ce vaccin est disponible en 2023, si je ne m'abuse pas, oui, décembre 2023. Le gouvernement l'avait introduit même dans le programme élargi de vaccination. Donc les jeunes filles devraient, à partir de 9 ans à 14 ans, devaient être vaccinées contre le papillomavirus au Togo. Donc le vaccin est disponible. Et dans le programme élargi de vaccination, ça existe. Et aussi, certains peuvent aller acheter ça en privé pour le faire. Mais ça existe dans le programme élargi de vaccination au Togo. Et par rapport au coût? Ce n'est pas aussi exagéré que ça. Si nous comparons, ici nous sommes dans la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui. Nous sommes dans la prévention et la prévention c'est toujours moins coûteuse que d'attendre que le cancer arrive et quand on essaie de guérir, ça va coûter encore plus cher. Sinon, dans le programme, c'est rien du tout. Maintenant, en pharmacie, entre 10 à 20, voilà, et autres. Mais est-ce que les jeunes garçons aussi sont inclus dans la vaccination ou ce n'est que les femmes? Dans le programme élargi, c'est les jeunes filles, ce sont les jeunes filles. Mais les jeunes garçons aussi peuvent être vaccinés. Voilà. Pour ne pas... c'est vrai qu'on dit eux ne font pas, mais eux aussi peuvent développer les cancers du pénis et autres. C'est vrai que pour eux, ces cancers chez les hommes ne sont pas pour le moment vastes, ce n'est pas vraiment fréquent. Voilà pourquoi on ne martèle pas trop. C'est à cause de la fréquence du cancer du col de l'utérus chez la femme qu'on se dit, ah, la jeune fille, faisons tout pour la protéger. Mais oui, les jeunes garçons aussi peuvent recevoir ce vaccin. Alors, si on devait comparer entre les hommes et les femmes, quel est le sexe qui subit le plus de dommages dans cette histoire de papillomavirus? Parce que, enfin, si on prend le déroulement normal des choses, il faut un rapport sexuel entre un homme et une femme. Alors, est-ce que les séquelles sont des deux côtés égales ou est-ce qu'il y a un sexe qui a le plus lourd tribut? Bon, là, j'ai déjà réfléchi un peu pour dire, bon, je pense, à mon homme, avis, ça n'engage que moi, que je pense que la femme paie le plus lourd tribut, c'est ce que je pense. Sinon, on n'allait pas m'atteler cela, cancer de col de l'utérus, cancer de col de l'utérus, sans trop parler des cancers que cela pourrait donner chez les hommes. C'est vrai, on parlait des verrues génitales, ce sont des maladies bénignes, on peut facilement les gérer. Mais quand ça arrive au stade cancer, c'est plus la femme qui paie le tribut. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure du cancer de col de l'utérus. Donc, je suppose que les lésions précancérigènes dont vous parlez évoluent donc vers le cancer du col de l'utérus. Mais en dehors de ce cancer, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être qu'on appelle générés par le virus, par ces lésions-là? Oui, je l'avais dit, que ça touche la zone génitale. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir le cancer du vagin, cancer du col, cancer de l'anus, si je quitte la zone génitale. Maintenant, je peux avoir le cancer de la gorge même. Donc, il y a toute une panoplie de cancers qui peuvent être générés par ce virus. Puisque le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent dans ces cas-là, parmi eux tous. Voilà, c'est pour cela qu'on essaie juste de l'appeler chaque temps, de dire ah, faites attention, ce cancer est là. Mais les autres aussi existent bel et bien. D'accord. Mais quand les lésions évolue déjà vers le cancer, notamment celui du col de l'utérus, est-ce qu'il y a possibilité de sauver l'utérus ou il faut l'enlever? Enfin, comment est-ce qu'on procède? Bien, tout dépend du stade qu'on a vu, quand on a diagnostiqué ce cancer du col de l'utérus. Voilà l'importance en fait du dépistage. Le dépistage veut dire allons chercher le virus ou la maladie quand la personne ne présente pas de symptômes. Là, on se dit tout va bien, mais le dépistage, voilà, on va aller chercher la maladie quand la maladie est à ses débuts. Si on le trouve tôt, on peut agir rapidement. Et c'est dans ce cas,
moins coûteux. D'accord. Maintenant, plus le cancer va évoluer, ça va quitter le col, ça pourrait attaquer l'utérus, quitter l'utérus, attaquer les autres organes qui environnent tout cela dans le pelvis. Donc, vaut mieux le dépistage pour découvrir tôt cette maladie, ce cancer-là, que d'attendre à ce que le cancer atteigne des stades avancés avant de vouloir chercher une solution. D'accord. Donc, quand on arrive au niveau du cancer, on attend sagement que le bon Dieu nous rappelle, ou vous arrivez quand même à sauver quand ce n'est pas un stade très avancé. Voilà, pas forcément, on attend. Il y a beaucoup, la médecine a évolué, la thérapeutique aussi. Oui. Donc, à chaque stade, il y a ce qu'on peut faire. D'accord. On peut faire la chimiothérapie, la chirurgie pour enlever tout cela, pour faire la radiothérapie. Tout dépend du stade. Et quand nous parlons même de stade avancé, parfois, on ne peut même plus opérer. Là, on peut proposer la chimiothérapie, radiothérapie, bon, en suivant pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si c'est trop tard, bon, voilà. Si on a des métalleux, le cancer envahit tout l'organisme, jusqu'en quittant même là où il a commencé, en allant vers, par exemple, les poumons, le cerveau, là, on se dit, bon, ok, on va aider la personne quand même pour ne pas que la personne souffre beaucoup, voilà, mais on sait que le taux de guérison n'est pas ça. D'accord. Et j'ai eu dire aussi que les personnes atteintes de l'IST, enfin, du VIH plutôt, ont cette facilité à développer plus rapidement ce genre de virus. Oui, c'est normal, puisque avec l'infection au VIH, l'immunité va diminuer. En fait, c'est ça qui va aider plus ce virus à être encore plus virulent. Voilà, au lieu peut-être d'attendre longtemps avant de se manifester. Bon, il va un peu plus vite, il bat rapidement l'organisme. Peut-être que l'organisme pouvait facilement vaincre ce virus, mais à cause de cette maladie, c'est une comorbidité qui ne fait pas bien les choses. D'accord. Docteur, est-ce que la vaccination, telle que décrite à elle seule, nous protège à 100% contre le papillomavirus? La vaccination est sûre et efficace. Comme je viens de le dire, ça protège contre les souches qui sont à fort potentiel cancérigène. Donc, ce n'est pas toutes les souches. Donc, ça veut dire que la personne peut être vaccinée et avoir un autre type de ce virus. Mais la vaccination nous permet de ne pas plus tard développer les cancers liés à ce virus. En fait, c'est ça. Donc, c'est efficace et c'est sûr. D'accord. Maintenant, même étant vacciné, il faut arriver à un moment faire quand même le dépistage. Parce que, comme je l'ai dit, il y a d'autres sources. Il n'y a pas de risque zéro. Voilà. D'accord. Sur ces belles paroles, nous partons à la pause publicitaire, puis nous nous retrouvons tout de suite après. Le 37e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur Dagan Massan Muondeo, vendeuse de notre traditionnel ablo depuis plus de 4 décennies. La rubrique santé de ce nouveau numéro vous dit tout sur l'assurance maladie universelle, ses modalités pratiques ainsi que ses avantages, et la rubrique bien-être de son côté vous propose 6 étapes pour créer l'équilibre parfait dans votre nouvelle intérieure. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Nous nous retrouvons pour la suite de notre émission Oh que intéressante. Alors docteur, nous avons parlé tantôt du dépistage et nous avons grandement parlé du dépistage chez la femme. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a le dépistage possible chez les hommes? Non. 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 Ils se promènent juste dans la nature. Si ils ont des symptômes, des lésions, ils consultent et on les soigne.
Il n'y en a D'accord. pas. C'est Mais chez sinon- l'homme et chez la femme qu'on a le dépistage voilà, de cette D'accord. maladie. Alors, quand nous parlons de lésions, c'est quoi? C'est quoi les lésions? Donc, nous allons prendre d'abord les verrues génitales Oui. qui sont en fait des maladies bénignes. Elles ne sont pas des cancers, ces maladies-là. D'accord. Donc, ce sont des condylomes, Mhm. des petites excroissances qu'on peut avoir chez l'homme, par exemple, au niveau du pénis, au niveau des testicules, de la bourse, la région anale. On peut avoir des petites excroissances qui poussent. Tu sens que là, ce n'est plus lisse, quelque chose pousse, Mhm. pousse, pousse. Et donc, voilà, à l'hôpital, nous, on voit, on identifie clairement que ce sont des condylomes, des D'accord. verrues. De même pour la Pour femme, la femme. sur la vulve jusqu'à la partie anneau-vulvaire, Mhm. entre l'anus et la vulve, au niveau de la vulve. Mhm. Parfois, on a ces verrues Mhm. au niveau du vagin. Et donc, la personne viendra en consultation, va te dire, ah, je sens qu'il y a quelque chose comme des Mhm. boutons, voilà ce qu'elle va dire généralement. Mhm. Et toi, en examinant, tu vois que ce sont des condylomes. D'accord. Donc, dans ce cas, nous sommes dans le cas des maladies bénignes que cela peut causer. Ce ne sont pas des cancers. D'accord. Maintenant, si c'est d'autres souches qui donnent les cancers, alors on aura par exemple l'exemple simple, le cancer du col de l'utérus. Mhm. Quand ça vient, on pourra avoir, lors des rapports par exemple, après les rapports, on a des saignements par exemple. D'accord. Donc, un saignement post-coïtal, ce n'est pas quelque chose à négliger. Il faut venir consulter pour voir si le col n'a pas subi des dommages. Puisque, comme j'ai dit, de l'infection au cancer, on peut avoir 15 à 20 ans et Une plus. vingtaine d'années. Voilà, dans cette cas, il y aura des modifications qui vont se passer jusqu'à ce que le cancer arrive. Donc, ce qui fait que, arrivé à un moment, après le rapport, le col aura tendance à saigner. D'accord. Et quand le cancer maintenant sort, on peut le voir un peu à un stade précoce, il y aura des bourgeonnements au niveau du col, la manière dont le col était lisse, il y aura des bourgeons qui vont venir et ces bourgeons aussi vont saigner. Donc saigner au contact surtout. Ainsi, une femme qui après les rapports sexuels saigne, doit se dire, ah, je dois aller à l'hôpital pour voir, oui, il y a quelque chose. Une femme ménopausée qui saigne, se dit, ah, je dois aller me consulter. Ça peut être autre chose, ça peut être par exemple pour les femmes ménopausées, cancer de l'endomètre, mais aussi ça peut être le cancer du col de l'utérus. Et là, on se lève tôt pour attaquer ce cancer. Et on croise les doigts que tout se passe bien. Est-ce que c'est possible d'avoir des lésions également dans le vagin ou c'est juste au niveau du col de l'utérus? Oui, on peut avoir, comme j'avais dit, les verrues, les condylomes, on peut les avoir au niveau du vagin. Maintenant, quand le cancer va quitter le col, attaquer le vagin, ça veut dire que l'étape, ça avance. Ça avance déjà. Plus ça avance, le stade avance, ça va quitter le col, monter, mais aussi ça va obstruer le vagin. Le tiers supérieur, la moitié et le tiers inférieur. Plus ça descend, ça veut dire que c'est ça c'est pas bon du tout, c'est pas bon signe. Voilà pourquoi le dépistage nous permet de ne pas en arriver là. Quand c'est localisé au niveau du col, c'est encore meilleur, le pronostic est meilleur. Voilà pourquoi nous insistons sur le dépistage. Et comme je viens de le dire, des saignements post-coïtales, des saignements après un rapport sexuel, venez à l'hôpital, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. On ne le dira pas assez, prévenir vaut mieux que guérir. Tu viens, on dit, ah, ce n'est pas ça, tu pars rassuré. Ouf de soulagement. Voilà, et que de dire ce n'est rien, et après peut-être 5 ans, 10 ans, on trouve déjà un cancer, un stade très avancé, on va se dire, oh là là, bon, on pourra faire des choses, mais le pronostic devant est un peu sombre. D'accord. Voilà. Alors, revenons aux excroissances. Est-ce que c'est seul le virus le papillomavirus qui peut être à l'origine des excroissances au niveau de la partie génitale? Oui, pour le papillomavirus, les condylomes qu'il donne sont assez spécifiques d'eux. D'accord. Donc, quand on les retrouve, on se dit, ah, voilà, c'est ça. Ces excroissances se présentent comme la tête qui se trouve sur la tête des coqs. Voilà, parfois les gens les crêtent de coq même.
Voilà, donc c'est des excroissances comme ça que tu vas voir et c'est typique. Quand tu vois que ce sont des condylomes. Et en ce moment même, la personne est encore hautement contagieuse. D'accord. Voilà, et il y a des traitements pour cela, des médicaments. On peut brûler ça au laser et voilà, avec de l'azote liquide. Il y a des traitements pour gérer en fait ce cas d'excroissance de condylome. D'accord. Alors là, je m'adresse directement au corps médical. Quand on nous parle, nous, population, d'une IST, tout de suite, nos idées vont vers le VIH. Parce qu'il y a de grandes campagnes de sensibilisation, on nous dit quoi faire pour ne pas l'attraper. Mais pourquoi est-ce qu'on ne remarque pas ce même engouement au niveau du papilloma? Parce que même à l'école, les IST qu'on nous a appris, la gonococcie, il y a l'autre que j'oublie, voilà, voilà. Mais le papillomavirus, on ne nous en a vraiment pas parlé. Et même aujourd'hui, il n'y a pas d'aussi grande campagne de sensibilisation comme on le fait avec le sida. À quoi est-ce que cela peut être dû? Au fait, dans les années antérieures, c'était le VIH-Sida qui faisait fureur. Voilà, qui causait plus de mortalité. Maintenant, au fil des années, on a vu que les cancers aussi, surtout dans nos pays en voie de développement, où on ne dépiste pas assez, on ne retrouve pas ces cancers assez tôt. Voilà, on a vu que maintenant ces cancers causent assez de décès. La mortalité liée à ces cancers sont élevées. Donc voilà pourquoi on se lève maintenant pour se dire, parmi toutes ces infections sexuellement transmissibles, nous avons aussi des infections à ce virus. Et je pense, vers les 2003, parce que nous avons eu même des vaccins qu'on a pu trouver des vaccins contre ce papillomavirus. Et donc, c'est vrai qu'on citait les IST, on ne citait pas au papillomavirus, mais maintenant, on s'est levé pour se dire, non, il y a aussi cela. Et la vaccination, le dépistage est important, on le dit. Ce qui fait que, par exemple, quand la vaccination est venue, il y avait eu beaucoup de désinformation, les gens avaient, les parents avaient peur que est-ce que ce vaccin ne va pas causer la stérilité chez ma jeune fille-là après ou pas. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas assez communiqué auparavant. Mais maintenant, ça se fait à cause de la mortalité élevée, surtout du cancer du col de l'utérus, là, du cancer du col de l'utérus. On se dit, il faut se lever. Et bon, la population arrive à comprendre un peu maintenant le pourquoi de ce vaccin, le pourquoi de ce dépistage-là. Tout en espérant que dans les années à venir, nous ayons des journées mondiales, des grandes campagnes, voilà, pour le papillomavirus, tout comme on le fait déjà pour le sida. Mais par rapport à l'inquiétude des parents, parce que tout médicament ou tout vaccin peut avoir des effets secondaires. Est-ce qu'il y en a par rapport au vaccin du papillomavirus et quels sont ces effets secondaires-là? Comme je l'ai dit, c'est un vaccin qui est sûr, que les parents se rassurent. Et ça ne va pas causer la stérilité comme les gens le pensent. Maintenant, c'est un médicament, on peut avoir de petites douleurs au site d'injection, on patiente quelques 15 minutes après l'injection. Et maintenant, si après vous avez vacciné une jeune fille, il y a des effets secondaires à noter au centre pour que la pharmacovigilance s'assure pour voir est-ce que c'est vraiment lié au vaccin ou pas. En fait. Donc on ne va pas dire qu'il y a non. Mais c'est efficace. Et voilà, comme tout autre vaccin que nous avons, la douleur au site d'injection est là. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. D'accord. Et surtout rassurer les parents en disant que ce n'est pas parce qu'on vaccine son enfant tôt qu'on la pousse à être sexuellement active. Voilà, c'est ce que les parents disent aussi. Voilà, je suis d'accord. Et ce n'est pas pour ça. Ils pensent que vous vaccinez l'enfant pour... C'est pour lui dire que ok, tu peux faire sans avoir de conséquences. Maintenant, la porte est grandement ouverte. Il n'y aura pas de conséquences. Non. Il faut toujours des relations sexuelles responsables. Voilà, c'est très important pour l'enfant. Plus on repousse un peu aussi l'âge, que ce ne soit pas trop précoce, ça avantage même l'enfant. Donc, que les parents se rassurent. C'est parce que nous avons vu que le cancer du col de l'utérus fait ravage, qu'on se dit, avec cette vaccination, ça va protéger
les jeunes filles surtout. Donc, que les parents n'aient pas cette idée derrière la tête. Et surtout que la question de l'éducation sexuelle commence déjà au sein de Au la sein de cellule la- familiale voilà. pour repousser autant que possible l'âge du premier rapport Oh, c'est sexuel. D'accord. Docteur, comme dernière question, quels sont vos conseils envers nos téléspectateurs, téléspectatrices par rapport à la prévention contre le papillomavirus? Merci. Par rapport à la prévention, je vais commencer par la vaccination. D'accord. Que je vais inviter les parents à adhérer à cette vaccination que l'État prône déjà Oui. très fort d'adhérer à cette vaccination. S'ils ont des doutes, de se rapprocher des personnels de santé pour qu'on leur explique le bien fondé de cela. À part cela, le dépistage. Déjà, de 25 à 60 ans, on doit aller se dépister. Et ce n'est pas une seule fois on le fait dans la vie, c'est fini. Non. Tu le fais la première année, c'est négatif. La deuxième année, tu reprends, c'est négatif. On se dit, OK, tu peux faire chaque 3 ans, par exemple. Puisqu'on sait que c'est négatif, c'est bon. Et la troisième, je pourrais dire d'avoir des habitudes sexuelles responsables. Savoir ce que tu veux, voilà, faire ce que tu veux, mais que ça soit vraiment responsable. Pas de multipartenaires sexuels et autres, non. Et que les parents aussi, comme vous l'avez dit, commencent déjà par inculquer ces valeurs d'une sexualité épanouie et responsable dès la cellule familiale, à la maison, même avant que la jeune fille aille à l'école et autres. D'accord. Parce que c'est le moyen le plus sûr pour elle d'avoir la bonne information. La bonne information. Merci. Merci, docteur, d'avoir partagé ce moment de connaissance avec nous, tout en espérant vous retrouver très bientôt. Et mes chers téléspectateurs, comme vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pu tirer les informations nécessaires pour votre bien-être. Parce qu'au-delà de l'éducation sexuelle, ce que nous voulons pour vous, c'est une sexualité épanouie, mais responsable. Le docteur l'a dit tout au long de l'émission, prévenir vaut mieux que guérir. Alors que chacun fasse ce qu'il faut pour avoir une sexualité épanouie, mais toujours repousser aussi loin que possible les maladies de soi. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça a été un plaisir pour vous, comme cela a été pour nous. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.